Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même. Là. Wow, t'as ton petit logo. Absolument. T'as ton petit slogan. Écoute, c'est bon. Salut Philippe. Salut. Je parle aujourd'hui dans ma chronique, je veux pas m'autociter, mais bon, je dis que je veux faire de la peine à mes amis souverainistes, dont tu es, mon cher Philippe, parce que je t'ai lu récemment sur Facebook où tu disais on s'approche de la souveraineté, ça s'en vient, puis tout ça. Puis Mathieu aussi, côté ce discours-là très optimiste, c'est tant mieux, fantastique, là. Mais moi, je dis, j'y crois de moins en moins. Et je sais pas, on manque... Le français, régulièrement, tous les jours, on voit des histoires d'entreprises qui ne respectent pas le français. Puis on dirait que ça nous passe comme de l'eau sur le dos d'un canard. Le scandale impliquant Pierre-Éliott Trudeau qui espionnait les souverainistes québécois. On dirait qu'on s'en fout. Mais t'as encore la foi, toi. Ah, j'ai encore la foi, mais je suis pas nécessairement optimiste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des moments décisifs qui vont arriver bientôt, dans les prochaines années, pas nécessairement l'année prochaine. Il n'y a pas nécessairement un référendum qui s'en vient dans 6 mois. Mais dans les prochaines années, je pense qu'il va vraiment avoir des moments décisifs qui vont se passer, notamment parce qu'il y a des lois. Tu parlais dans ta chronique de la loi 96. Oui. Bon, la loi 96, on sait que c'est pas très apprécié par les fédéralistes, les Canadiens anglais. Et c'est surtout sur la loi 21 sur la laïcité de l'État. Parce que cette loi-là entre de plein fouet en contradiction avec le régime canadien. Pas juste avec un parti comme le Parti libéral ou le NPD. C'est-à-dire que même les conservateurs canadiens font la promotion du multiculturalisme. Donc, c'est dans la doctrine même du Canada depuis plus de 40 ans, le multiculturalisme. Alors qu'avec la loi 21, les Québécois ont affirmé un autre modèle d'approche qui est très différent et qui entre, comme je le dis, en plein fouet en contradiction avec le Canada. Et pourtant, les Québécois sont très attachés pas forcément à cette loi-là particulièrement, mais c'est-à-dire à l'idée qu'ils se font de ce que doit être l'intégration des nouveaux arrivants. Et puis c'est d'autant plus vrai que nous recevons toujours plus d'immigration. Ça se fait de plus en plus sentir, non seulement à Montréal, mais à Laval, à Longueuil, les environs. Mais justement, donc, la démographie va pas pour nous autres. Puis là, je veux pas faire peser là, le poids de notre échec sur les épaules des immigrants, mais reste que, tu sais, la fenêtre d'opportunité pour l'indépendance du Québec, là, elle se referme. Là. Tu sais, s'il y a de plus en plus d'immigrants qui rentrent dans le Canada puis acceptent le multiculturalisme canadien, ben la voix des francophones va peser de moins en moins. Puis va avoir... Mais je pense que les Québécois sont conscients, justement. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va arriver peut-être dans les prochaines années que les moments décisifs vont arriver. C'est-à-dire que peut-être que justement d'ici 30-40 ans, il va être un peu trop tard. Précisément en raison de, justement, comme disait Valérie Holness récemment, les changements démographiques. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas les immigrants qu'on dit ça, c'est simplement parce que quand ils arrivent ici, souvent, les nouveaux arrivants, on leur dit, vous êtes au Canada, vous faites le serment d'allégeance au Canada, au roi. Donc, c'est normal que ces gens-là, à l'international, quand ils viennent ici, on leur dit, vous êtes au Canada, bienvenue au Canada, puis ça se passe en anglais d'abord. Donc, c'est normal que ces gens-là veuillent d'abord le statu quo. D'autant plus que beaucoup de gens viennent de pays qui peuvent être très pauvres, où il peut y avoir beaucoup de criminalité, de guerre civile, de tensions politiques. Alors pour eux, le projet souverainiste, c'est un synonyme de tension politique et donc peut-être de violence, donc d'une société déstabilisée. Donc on peut comprendre leur comportement, mais en effet, si on continue de recevoir des seuils aussi importants puis qu'on fait rien dans les prochaines années, bien là, peut-être qu'il va être vraiment trop tard. C'est pour ça que je pense que les Québécois comprennent et qu'il va se passer des choses dans les prochaines années. Peut-être pas l'indépendance d'ici 2030 comme le pense Mathieu. Je ne suis pas nécessairement optimiste, mais je pense qu'il y a des moments décisifs qui vont arriver. Et pour répondre justement à tes arguments selon lesquels, justement, je sais que les Québécois sont apathiques, ils parlent pas beaucoup du scandale de Pierre Trudeau, de différents scandales. Par exemple, dans le National Post, j'en ai parlé ici même, des juges canadiens qui ont été nommés après avoir financé le Parti libéral du Canada, après avoir vu Justin Trudeau en personne et Chrystia Freeland. Donc là, on avait clairement un scandale de copinage et on n'en a pas tant parlé au Québec. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a une forme d'apathie. On se fâche pas, on a des petites montées de lait, puis après ça retombe, puis on pense à autre chose. En effet, c'est très vrai. Puis on l'a vu avec Michael Rousseau, ça fait 2 ans. On l'a vu avec Sashi Curl. Puis souvent, les gens peuvent oublier ces noms-là en plus. Parce que c'est un scandale qui dure 1 semaine, puis après ça, on oublie. En même temps, on a autre chose à faire. En même temps, j'ai envie de dire, rappelons-nous de l'époque Jean Charest, Philippe Couillard. Là, on était dans une époque d'abattement pas mal plus importante. Il y avait des scandales de corruption, toutes sortes de scandales on vend des sièges sociaux à l'étranger.
toutes sortes de scandales comme ça. Et on pouvait dire à l'époque, les Québécois réagissent pas trop, puis même ils réélisent Jean Charest, puis ils ont appuyé de manière majoritaire Philippe Couillard. Et pourtant, aujourd'hui, le Parti libéral est à 5% chez les francophones. Donc, je pense que ce que ça nous montre, cette période-là, c'est qu'une colère longtemps enfouie peut du jour au lendemain s'émerger et donc, elle finit par avoir ses conséquences. Donc, cette même colère enfouie qui s'accumule à force de voir le déclin du français, une immigration trop importante, la crise du logement qui est reliée au Canada, les scandales de corruption, puis ce dont tu parlais justement, le scandale de Pierre Trudeau, toutes ces colères enfouies qui se magasinent sur les années peuvent finir par déboucher sur quelque chose. Donc, on va faire comme Maurice Richard. Là, à un moment donné, on va exploser. Exactement. Une colère rentrée. À Maurice Richard, c'était ça. Il parlait pas, il y avait une colère rentrée, mais à un moment donné, il était plus capable. Je l'ai déjà dit, je pense que les Québécois sont bons en colère enfouie. C'est-à-dire que souvent, ils vont chialer dans leur maison du prix de l'essence, la montée de l'inflation, mais publiquement, ils vont pas dire grand-chose. Mais du jour au lendemain, s'il y a trop de colère, ça finit par déborder. Il finit par avoir un point de saturation où là, les Québécois vont finir par réagir. Mais vive les jeunes, je t'écoute, puis vive les jeunes. C'est rendu à un certain âge, on devient plus cynique, plus désabusé, tout ça, mais c'est bien qu'il y a encore des gens qui entretiennent la flamme et qui y croient encore parfait. D'ailleurs, Balarama Holness va être à 1h avec Benoît dans son émission. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. OK, c'est lui, il dit vraiment l'avenir du Parti libéral du Québec, ça passe par l'immigration. Faut laisser tomber les francophones, on s'en fout, ça va passer par l'immigration. Ça risque de brasser à 1h. Qu'est-ce que tu parles, Marc Tanguay, qui dit le beau risque réussi de René Lévesque. Le beau risque réussi. on a réussi à rapatrier tous les pouvoirs dont on avait besoin. Pas du tout, je pense, parce que l'accord du Lac-Meach a avorté, Charlottetown, ça a avorté aussi. Donc, non, moi, je pense que, tu sais, quand Marc Tanguay a dit, hier, je lisais ça, que le projet d'indépendance est dépassé. Mais ce qui est dépassé, c'est son parti, de 1, qui est à 5% chez les francophones. Et le fédéralisme de statu quo, ça ne fonctionne pas. Les Québécois, ça ne les satisfait pas. Puis on le voit pour nos questions de, justement, je parlais tantôt, immigration, laïcité. Toutes ces questions-là, on devrait avoir les pleins pouvoirs et on les a pas. Puis on voit que ça crée des frictions importantes entre le Québec et le Canada. Donc c'est pas vrai qu'on a rapatrié tous les pouvoirs nécessaires pour notre plein développement, puis pour nos propres valeurs, pour s'assurer d'aller dans une direction qui nous correspond. Donc, c'est pas vrai qu'on a rapatrié tous les pouvoirs. Au contraire. OK, mettons là, que c'est Poilievre qui devient premier ministre du Canada. Est-ce que tu trouves que là, soudainement, là, ça va débloquer ou c'est la même chose? Je pense que ça va être la même chose. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, on nous disait « Ah, Harper, tout le monde le déteste. Mais quand on va mettre des libéraux, dans l'oreille. Il va y avoir moins de projets indépendantistes. Puis les gens vont comprendre que, bon, ça va être Justin Trudeau, c'est un Québécois. Bon, parfait, je raccroche. Puis les libéraux sont plus proches des valeurs québécoises. Mais là, on se rend compte que ça marche pas tellement. Donc, pour moi, toute l'histoire du Canada, c'est une alternance entre les conservateurs et les libéraux. Puis on vous dit à chaque fois, avec l'autre parti, ça va être mieux. Mais non. Les conservateurs canadiens, c'est des Canadiens anglais vraiment de l'Ouest. C'est de là que part le parti. C'est là que vient la base. Donc, c'est des gens qui ne comprennent pas. Ils savent pas très bien c'est quoi le Québec. D'ailleurs, Poilievre, il offre rien là, au point de vue de la Constitution. Il parle d'environnement, il parle de coût de la vie plutôt, puis de l'inflation, puis tout ça. Puis il a comme baissé les bras. Là. Mais d'ailleurs, on pourrait penser... Il offre rien au Québec. Mais d'ailleurs, on pourrait s'imaginer que le Parti conservateur a une tradition qui consiste justement à aider le Québec puis faire des concessions et tout ça. À décentraliser. Oui, mais rappelons-nous que lorsque Brian Mulroney était là au pouvoir, c'était pas tellement lui qui poussait pour l'accord du Lac-Meach puis pour donner des concessions au Québec. C'était surtout Lucien Bouchard en arrière qui lui disait c'est important, il faut donner un nouveau statut pour le Québec, il faut le faire entrer dans le Canada avec des statuts. C'est surtout Lucien Bouchard qui poussait en arrière. Parce que Brian Mulroney, c'était pas tant son projet au départ à lui. Donc on voit que c'est pas tant dans l'ADN du Parti conservateur de vouloir s'approcher du Québec, de faire des concessions. Puis même Stephen Harper, tout ce qu'il fait, c'est reconnaître le Québec comme nation, mais ça n'a aucune implication légale. Donc, pour moi, les conservateurs canadiens, en plus, viennent entrer en contradiction avec les valeurs environnementalistes des Québécois. Parce qu'on l'a vu, si Pierre Poilievre revient, peut-être qu'il va avoir un retour de projets de pipeline comme Énergie Est, qui était avorté. Mais ça peut revenir, ces genres de projets-là. Parce que l'Ouest... Il y a un consensus contre ça au Québec, c'est pas mal. Là. Parce que nous, ça ne nous crée pas d'emplois, c'est pas bon pour notre économie, puis ça fait juste soutenir les intérêts de l'Ouest canadien. Puis ça vient traverser des cours d'eau potable. Donc, on n'a aucun intérêt dans ces projets-là, alors que le Canada a des intérêts très clairs sur ces projets-là. Donc, les conservateurs canadiens pourraient mettre de l'avant ces genres d'affaires-là. Merci, Philippe. Très content de te retrouver la semaine prochaine. Et puis, écoute, Balarama Holness, si tu peux, puis on s'en reparlera ou je te lirai sur Facebook. Merci beaucoup, Philippe Lorange. Merci. C'est tout le temps qu'il nous reste. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous avez des idées, des suggestions, vous n'êtes pas content, écrivez-nous à studio@
studio@cube.radio. studio@cube.radio. On vous lit toujours avec plaisir. Merci à la recherche, Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer, merci beaucoup. Jean-François Roy à la recherche et à la régie et à la réalisation. Mise en onde, c'est Benoît, puis à 1h, il reçoit Balarama. Ça va être une petite conversation fleurie, tiens. À demain, à 8h30. Bonne journée.